Et donc, nous devons parler de ce que les patients nous apprennent. Bon, je pense que c'est plus vous qui allez dire un petit peu le retour des patients, parce que nous, par définition, bon, à part avoir vu les bénéfices cliniques évidents, ça c'est sûr que lorsque les patients répondent, on est content avec effectivement des contrôles de symptômes. À contrario, quand on a la toxicité, c'est un peu plus compliqué, mais on n'a clairement pas, moi j'ai clairement pas votre expérience. Donc, en fait, bon, Lise, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, mais nous, on était un peu surpris au début, mauvaisement surpris, hein, je suis désolée, par certains effets indésirables associés à ces médicaments. Car en fait, on avait l'idée, ça a été passé pareil avec d'autres thérapies ciblées qu'on utilisait, comme les inhibiteurs de mTOR et tout ça, etc., qui disaient c'est presque de l'hormonothérapie. Et après, c'est plus difficile que ça. Et là, ces anticorps, en fait, on avait l'idée, c'est une version améliorée de TDM1. Et en fait, tu t'aperçois que oui, ça marche mieux, mais après, de l'autre côté, quand on a commencé avec les premières alopécies et on n'avait pas anticipé ça, on n'avait pas prévenu aux patients, c'était un peu compliqué. Les nausées et vomissements, tout au début, les essais cliniques ne prévoyaient pas des prémédications comme pour la chimiothérapie. Donc, vraiment, c'était très dur. Après, on a pris très, très rapidement. Et je suppose que le problème, c'était surtout la problématique que ça va être, c'est comment on va gérer cette pneumopathie interstitielle. Parce qu'à date d'aujourd'hui, en fait, pour le traitement d'Aoxytocin, on est obligé à faire des scanners thoraciques tous les 6 semaines. Et là, on peut avoir des patientes qui bénéficient de ces traitements pendant des années. Comment bat-on et on va devoir poser la question de comment on va gérer ça, comment on va arriver contre les ça. Je pense que c'est une mesure qui a été faite parce qu'il y a eu des décès toxiques, ça existe, parce qu'on n'est pas encore capable de prédire que le patient, on n'est pas encore capable de déterminer quel mécanisme. Il y a certaines données, que c'est macrophages, etc., mais on ne connaît pas vraiment. Et donc, il arrive un point que d'avoir déjà tous les 6 semaines le scanner, et dès qu'il y en a un certain degré, dès qu'il y en a un petit peu de changement et la patiente dit qu'elle a un peu de tout, on doit tout arrêter. Et parfois, ce sont des traitements très, très efficaces. Et là, je pense que là, ça va être la problématique, les choses qui apparaissent, qu'on ne connaît pas au niveau de toxicité. Il y en a eu déjà des discussions avec la patiente en disant on doit arrêter, la patiente ne vouloir pas, parce que dire mais je me sens bien, quoi. Et ça, je pense que ça va être un peu un des points qu'il va falloir, donc ça va gérer un peu. Et l'autre point, à mon avis, c'est en fait, on a la même chimiothérapie, mais qui a été rajoutée de différents anticorps. En fait, qu'est-ce qu'on cible? Parce qu'en fait, c'est vraiment son port d'entrée. En fait, ça ne sert à rien après, ça ne servirait à rien. On devrait penser qu'une fois que tu as déjà fait ton premier déroxytécan, le deuxième déroxytécan, ça ne devrait pas avoir un effet, mais en fait, on ne connaît pas encore, on ne sait pas encore. Donc, tout le monde a dit, on se focalise sur la cible, mais il ne faut pas oublier aussi la chimiothérapie qui va associer à cette cible. C'est vraiment la cible, c'est que la porte d'entrée, là, à ce moment-là, il va falloir faire des choix. Lesquels on choisit pour chaque patient. Est-ce qu'on va pour l'HR3? Est-ce qu'on va pour l'HR2? Ça va être un peu... il va falloir voir, ce sont des choses qu'il va falloir voir. Mais bon, en général, les patients sont très contents. Hein. Donc, en général, parce qu'ils écoutent les news, parce que ils savent... il y a vraiment une conscience au niveau des cancers du sein, c'est différent, je m'imagine, que le cancer urothélial sont des personnes très actives, hein, des groupes de patientes. Hein. On doit dire qu'il y a par exemple les triplettes qui ont vraiment très insisté pour avoir accès à d'être comme les sacituzumab govitecan et de faire des pressions du gouvernement pour avoir accès à cette drogue parce que vraiment c'est la toute première qui avait démontré un bénéfice en survie globale en situation métastatique. Donc on a cette chance que la patiente sont au courant et en plus nous aide à pouvoir obtenir cet accès, mais bon, après il va falloir qu'ils puissent tolérer les traitements et tout ça. Je ne sais pas si Alice, tu as... Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai qu'on a eu un peu la fleur au fusil quand on a eu les premiers traitements. On s'était dit c'est comme le TDM1.
Et effectivement, ça a été un peu la déception. Enfin, pas la déception, mais effectivement, ça n'avait pas tous ces problèmes-là. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de patientes qui étaient du collectif des triplettes qui me disaient, mais attendez, nous, on n'a pas du tout ces retours-là sur les patientes dans d'autres villes. Et donc, en fait, on était un peu challengés par des patientes qui étaient peut-être plus au courant sur la réalité des toxicités que les médecins qui regardaient juste dans les publications les données. Et du coup, c'est vrai que ça a créé aussi une relation un peu particulière avec les patientes où, enfin, moi, clairement, les premières patientes, pour les problèmes d'alopécie, les problèmes de PO, etc., de GCSF, c'est via les patientes souvent qu'on a été informés. Même, par exemple, le fait de faire parfois des injections d'atropine pour lutter un peu contre les toxicités liées à l'irinotécan. Ça, c'est pas via les études ou via les laboratoires, c'est via le remonté de terrain. Et donc, je pense que ça apprend aussi à développer des nouvelles manières aussi de travailler en collaboration avec les patientes. Et nous, on a quelques patientes qui ont eu l'enfortumum vedotin. Et c'est vrai que là, c'est encore un niveau au-dessus. Donc, on ne sait pas gérer les tox cutanés. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec des patients qui ont des toxicités qui ne sont pas prévisibles, on a du mal à leur dire que c'est que, entre guillemets, des traitements ciblés. C'est-à-dire qu'on commence à leur dire, on axe plus le côté chimiothérapie. Et ça, c'était aussi une question que j'avais parce que c'est vrai qu'on a l'impression que plus on développe des anticorps conjugués performants, plus on a l'impression qu'il y a des toxicités qui sont importantes, voire supérieures aux chimiothérapies. Et je ne sais pas si en termes de liaison ou de mécanisme d'action, ça peut s'expliquer le fait qu'il y ait plus de tox. Et est-ce que c'est quelque chose du coup qui est réversible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait, d'un point de vue chimique, expliquer que tout d'un coup, on a une toxicité qui est beaucoup plus importante parce qu'on se retrouve comme des combos de chimiothérapie en fait finalement, ou des combos d'immunothérapie. Sachant que la plupart des toxicités sont réversibles. Tout à fait. Enfin, sauf les pneumopathies. Ça, Sauf si elle est mortelle, mais ça c'est sûr. Mais, la pneumopathie interstitielle, désolé, il y a eu des cas de 5. Donc là, oui, la toxicité cutanée, il y en a aussi. Mais théoriquement, si on arrive à prévenir, entre guillemets, l'intensité des grades, théoriquement, il y a une amélioration attendue. Sur la pneumopathie, ça met combien de temps à peu près pour on ne sait pas. En fait, on ne sait D'accord. pas, on n'a pas encore suffisamment de données. Honnêtement, de mon côté, je n'ai pas vu ces données passer. Combien de temps ça prend à améliorer? Il y a aussi des doutes aussi. Il n'y a pas de... Les guidelines donc, commencent à sortir certaines publications avec des traitements, etc. Mais honnêtement, on commence d'habitude avec les corticoïdes et puis après on arrête le traitement, ça c'est sûr. Et c'est pour ça, c'est parce que comme on n'a pas ces données-là et comme on n'a pas non plus des traitements qu'on sait qui sont très efficaces, c'est pour cela qu'il prend la décision de dès qu'il y en a un grade 2, on arrête. On ne se casse pas la tête, on ne va pas se poser des problèmes, on ne va pas se poser des bâtons aux rues, aux médicaments qu'on est en train de discuter, les prix, la mise sur les marchés. Et on verra après qu'est-ce qu'on fait. Une fois ça sera autorisé, comment ça se passe et chacun comment gère. Mais, en termes de chronologie, la pneumopathie arrive à un moment un peu... Non, en fait, il y a dans l'étude, on est destiné à une phase 3. En fait, c'était la médiane, c'était 158 jours, quelque chose comme ça, mais ça allait de 33 jusqu'à 105. Oui, donc tu vois, donc en fait, on ne sait pas. On sait pas. C'est pas comme les inhibiteurs qui on savait que les actes, normalement, c'est à 15 jours. C'est pas des choses comme ça peut apparaître à n'importe quel moment. Et, mais bon, après, pas tous les cas ont été confirmés qu'elles sont liées au traitement. Donc, c'est qu'ils ont des modifications, etc. Donc, ça a été considéré comme probablement lié au traitement et c'est arrêté là. Hein, mais bon. Après, j'ai l'impression que c'est aussi très on-off. Je ne sais pas toi, Monica, par rapport à tes patientes, mais soit moi, elles vont super bien tolérer et de A à Z, ça va bien se passer, y compris avec les anti-HER3. Soit ça va très mal se passer et un peu, quelles que soient les préventions, on a du mal à rattraper derrière des patients qui vont avoir des profils un peu qu'on ne sait pas forcément identifier de mauvaises préventions. J'ai eu initialement, mais c'était très bizarre, les patientes avaient du mal à tolérer, surtout au niveau digestif, les premiers mois. Et après, ça allait beaucoup mieux. J'ai eu des patients que j'ai eu besoin d'utiliser la Kinzeo. J'ai vu parce que sinon, ça ne passait pas du tout. Et quelques mois après, ils ont réussi à tout arrêter. Mais je n'étais pas la seule, en fait, dans le groupe de patients qu'on avait traités dans le cadre essai clinique. Donc, on avait plusieurs qui avaient fait ça. L'infirmière recherche clinique avait remarqué la même chose. Et en fait, on n'était pas les seuls centres qui avaient vu ça. Mais c'est vrai, il y a des patients qui peuvent recevoir ce traitement
pendant plus d'1 an, on a dit 2 ans. J'ai eu des patientes qui a fait 2 ans et après je suis changée d'hôpital, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en revanche d'autres patientes que depuis le début, c'était, comme tu dis, un peu difficile. Pareil aussi pour les sacituzumab govitecan. Nous, on a eu quelques cas avec beaucoup de toxicité, mais peut-être il faut voir aussi, surtout ces médicaments que tu les as un accès précoce ou en ATU, tu les utilises parfois des rattrapages. Chez les patientes qui sont dans la ligne très avancée, dont en fait, tu n'as pas beaucoup plus d'options thérapeutiques. Et là, peut-être, ce sont les patients qui ne sont pas les mieux sélectionnés parce que ne représentent pas la patiente qui était incluse dans l'essai clinique, etc. Et parfois, on peut nous mal oublier que vraiment, dans l'essai clinique, sont surtout des populations on peut sélectionner parfois. Et surtout, nous, avec l'acétuzumab, donc ça nous a freiné un peu. Mais après, on a repris, et maintenant, pour l'instant, juste de voir, ça se passe bien, on a les toxicités qu'on attend, etc. Mais bon, c'est ça, il fait connaître, il fait connaître un peu la molécule et être vigilant, basiquement. Une petite question. J'ai cru comprendre que le profil de tox avec ces médicaments type chimio était finalement, de ce que disait Élise, j'ai peut-être mal compris, était finalement au moins aussi important qu'avec un irinotecan seul en classique. Ça le peut-être. Après, ça fait longtemps que je traite que avec des irinotécans, mais à mon époque, je m'en souviens. Non, en fait, je pense que c'est pas pareil, tu n'as pas la même diarrhée, je dirais, brutale, 48 heures, etc., qui fait courir, mais tu auras des diarrhées importantes. Et le problème, c'est que nous, les problèmes qu'on avait, c'est quand tu as ces diarrhées chez des patients un peu fragiles, âgés, que tu as souci de la déshydratation, etc. Ma sensation, c'est un peu plus atténué, mais c'est ma sensation. Je ne peux pas te le montrer. Alors, comment on l'explique? Parce que c'est une drogue ciblée quand même. Mais là, en fait, tu as cette payload qui va ça sort de la cellule. C'est vrai, voilà, j'aimerais bien rebondir parce qu'effectivement, le lien justement entre les deux peut avoir son importance s'il est cassé. Donc, la question qu'il posait, c'est savoir si l'irinotecan est délivré réellement en entière après injection dans la cellule ou si, pour partie, il est délivré un petit peu avant d'aller dans la cellule. Est-ce qu'une étude a été faite complète là-dessus? Il y a des données, alors je ne les ai pas là, mais il y a des données justement par rapport à ça, sur la stabilité. Et a priori, c'est stable dans la circulation. Par contre, il y a forcément un relargage, parce que les études de stabilité ont été faites, parce que sinon il y aurait une toxicité majeure, et le SN38 libre, de toute façon, est trop toxique pour être injecté comme ça. Mais il y a malgré tout un relargage, puisqu'il y a une libération dans le micro-environnement tumoral, il y a l'effet bystander, et au même titre que les autres anticorps qui bénéficient d'un effet bystander, il y a une recirculation systémique qui explique la toxicité, qui explique l'efficacité et la toxicité. Mais c'est vrai qu'on est un peu surpris parce que dans le digestif, par exemple, quand on fait du FOLFIRI, c'est inconcevable de ne pas faire d'atropine, par exemple. Et c'est vrai que nos collègues qui ont du digestif, ils ont certes des problèmes de diarrhée, mais ils n'en ont pas autant que nous. Donc, c'est vrai que c'est... En tout cas, pour ceux qui font le digestif et qui nous voient gérer le sacituzumab govitecan, ils ont du mal à comprendre que, on en avait discuté aussi pour le dosage du JTA1, pour faire de l'atropine. Finalement, on utilise la même drogue, mais pas avec la gestion équivalente en fait, au quotidien. Et peut-être que ça peut expliquer aussi les différents effets secondaires qu'on a s'il y a une partie effectivement qui est relarguée dans le sang en fait. On a beaucoup de retours d'ailleurs des cliniciens qui utilisent, qui sont pan-tumeurs, donc des oncologues plus généralistes, qui utilisent plus fréquemment l'atropine que les sénologues par exemple. Finalement, on a ce retour-là parce qu'ils disent on va faire... voilà. Et après, ce n'est pas dans les recommandations, ce n'était pas dans le protocole. C'est difficile pour nous, pour le coût industriel, de partager une conduite à tenir qui n'est pas dans le RCP. La conduite à tenir, avant tout, c'est l'opéramide. D'autant que l'atropine dans le FOLFIRI est essentiellement pour le syndrome cholinergique qui est quasi immédiat en fait. Donc là, c'est des diarrhées qui sont plutôt retardées. On n'a pas vraiment de syndrome cholinergique comme dans les administrations. Donc, théoriquement, ce n'est pas une obligation. Par contre, que ça reste effectivement en prophylaxie secondaire chez les patients qui ont présenté, oui, ça, je pense que c'est logique. Les syndromes de Lyon, c'est quel profil de toxicologie? J'ai compris que ça pouvait être totalement décalé dans le temps. Alors, c'est plutôt précoce. C'est quand même plutôt précoce. Plutôt précoce.
c'est plutôt autour de J8. Alors, l'enfortumab s'administre en J1, J8, J15. Donc, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on voit le patient de façon un peu rapprochée. Mais c'est plutôt sur le premier cycle. Premier, deuxième cycle. Donc, ça permet d'avoir la réaction. Le problème est qu'en contrepartie, c'est une toxicité pour le coup, l'atropine, le loperamide, on a ces réflexes-là. Il suffit juste de s'intégrer que c'est effectivement une chimiothérapie libérée. Pour l'enfortumab et la tox cutanée, c'est vraiment lié à la présence de nectine et c'est vraiment un profil de toxicité qui, pour le coup, sort de ce qu'on a pu avoir avec les chimiothérapies conventionnelles. L'enjeu étant que, et c'est une des particularités du urothélial, que ce soit pour les diarrhées avec le retentissement chez des patients qui ont déjà eu du cystatine et qui ont déjà une insuffisance rénale pour la plupart, donc effectivement la moindre diarrhée pour faire basculer la chose, et dans la même logique, en gros les problèmes sont les problèmes liés à l'extension, la surface, et là encore aussi avec la défaillance multiviscérale qui est liée à l'insuffisance rénale fonctionnelle et tout ce que ça peut comporter sur un fait. Parce qu'il y a l'expression de l'actine aussi à la cellule cutanée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, c'est surtout... Mais par contre, on n'a pas de rôle prédictif a priori à faire une biopsie cutanée, même si la toxicité semble quand même corrélée à cette Donc en fait, ici, l'important surtout de choisir lesquels ça va être à port d'entrée, la spécificité de l'indiquant. C'est quel mécanisme? Les problèmes cutanés, on ne sait pas. Pas très bien défini. Non, c'est une espèce de décollement en fait. Donc je suppose que c'est la cohésion. Et on en revient à... J'en ai jamais vu, mais j'ai pas envie. Non. Non, mais le problème en plus, c'est que ça peut partir de 2-3 bulles et très vite dégénérer. C'est ça la difficulté que l'on a, c'est que de 2-3 bulles, on ne peut pas faire vraiment la distinction entre le patient qui va finir en décollement complet au bout de quelques jours de celui qui ne va pas l'avoir. Donc on a quelques signes associés qui sont des critères de gravité, la fièvre, l'hyperleucocytose. Tout ça doit faire warning, attention, celui-là, il faut le garder, il faut le surveiller. Mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant. En termes de traitement, on n'a pas grand-chose non plus. C'est dermocorticoïdes sur des plaques localisées, éviter que ça se surinfecte. Mais les dermatos, pour l'instant, commencent un petit peu. Ceux qui ont participé aux essais dans des centres qui étaient impliqués commencent déjà un petit peu. Il y a Vincent Civot à Toulouse qui a fait une forme, et il va y avoir probablement pas mal de publications, Caroline Robert à l'IGR, voilà, qui s'approprient petit à petit, mais a priori, on n'a pas beaucoup de moyens de dire qui va le faire ou pas, de comment arriver à stopper le mécanisme une fois que c'est lancé. Donc, hormis ne pas faire l'injection d'après, mais ça, justement, c'est ça la subtilité qui va faire peut-être qu'on va avoir l'enjeu inverse, c'est-à-dire de lever un petit peu trop le pied et finalement de ne pas avoir les résultats d'efficacité qu'on peut s'attendre à avoir. C'est ça un petit peu la contre-mesure. Donc il faut qu'on se les approprie, en n'oubliant pas que c'est de la chimiothérapie quand même. Donc, des gros suivis d'électrolytes. Oui, puis encore une fois, ils sont fatigués aussi. Donc, c'est sûr que, exactement comme tu disais, c'est-à-dire que dans l'essai, c'était une population sélectionnée et tout a été à peu près cadré avec une petite bulle, on arrête. Une fois qu'il y a eu l'accès précoce, par définition, on sait, même si c'était un accès qui était un peu lourd en termes de sélection, remplissage, par définition, on était quand même un peu tentés. Je pense que certains ont été un peu tentés d'aller un peu plus loin que ça ne pouvait en termes de bon état général, de fonction, etc. Mais ça veut dire aussi que cet accès précoce, il est encore un petit peu restreint par rapport à quand il y aura la MM et que tout le monde pourra l'avoir. Donc c'est plutôt, entre guillemets, un signal plutôt finalement favorable si ça permet de limiter les dégâts une fois que le médicament sera disponible partout. On a terminé. Je te laisse terminer. Pardon ? Je te laisse terminer. Merci à tous de votre attention, participation. Hop, voilà, je me mets comme ça. Merci Élise. C'était forcément un peu plus compliqué, j'imagine, en n'étant pas sur place, de tenir derrière l'ordinateur. Ça va, j'ai survécu. Moi, j'ai trouvé en tout cas le sujet très intéressant, donc j'espère que ça a été le cas pour tous ceux qui sont là et ceux qui écouteront secondairement en visio
le replay. Merci.